Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Broadcast Time sur Watch TV. On est ensemble pour une demi-heure, vous le savez, comme tous les mercredis soirs, 20h, 20h30, pour passer en revue l'actu du broadcast, des nouveaux médias, de la production audio, vidéo et des web TV. On est ensemble alors avec... trois visages autour de moi, vous le voyez. Deux d'entre eux que vous connaissez déjà. Alors je vais commencer par les visages les plus familiers et notamment par Fabrice Arad, consultant. Salut Fabrice, consultant audio, vidéo. Oui, ouais. L'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Je fais le café aussi des fois. Mais il faut être gentil. Tu fais de la radio, tu fais de la télé, on peut le rappeler quand même. Oui. Voilà, je travaille. Et tu accompagnes beaucoup les chaînes de télé qui font notamment des émissions spéciales, événementielles, comme récemment du côté de Perpignan, c'est ça? On est allé se mettre les pieds dans l'eau. Voilà, du côté de Perpignan avec Europe 1, évidemment. À côté de moi, c'est Stéphane Feudel, patron de MediaQuest. Salut Stéphane. En forme? Ok, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'allusion là. J'ai l'œil torve. Non, pas du tout. Et les paupières un peu alourdies. Non. C'est la fin d'année. C'est les semaines de fête, c'est dur les semaines de fête. On se prépare pour voilà, exactement. On va quand même préciser qu'on est le 24 décembre. Ouais. Et donc la journée va forcément être... sinon difficile, en tout cas chargée. Voilà, j'ai prévu le guronzan, mais j'attends encore un petit peu. Voilà. Donc on va essayer de tenir une petite demi-heure tous ensemble et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouvel invité dans Broadcast Time. Alors, effectivement, vous avez vu qu'on avait reçu une femme il n'y a pas très longtemps, c'est assez rare. Aujourd'hui, c'est à nouveau un homme qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est Henri-Dominique Saumon, le patron de TRM. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir ici. Alors, vous connaissez le but de cette émission. On veut passer avec vous en revue les événements marquants de l'année 2014. Évidemment, vous avez un œil très attentif aux produits. Est-ce que vous pouvez nous rappeler TRM? C'est une boîte qui a 30 ans. Je viens de l'apprendre en fait. Oui, on a fêté nos 30 ans au mois de novembre dernier, là, et effectivement, on commence à avoir une place plus que significative sur ce marché. On est fournisseur d'équipements, de consommables, d'accessoires pour l'audiovisuel. Donc ça va du cinéma à la télévision, en passant par les web TV, en passant par la radio, et on essaye de couvrir tout ce champ d'exploitation qui est, ma foi très large. Ouais. Alors, si je vous pose une question ouverte, on va revenir après dans le détail, mais pour vous, l'année 2014, si vous la résumiez comme ça en 20 secondes, vous diriez quoi? Je dirais qu'on est sur une confirmation de la prédominance des gros capteurs en tournage, que dans la lignée de ce qu'on a connu les 2 années précédentes avec l'avènement de l'EOS 5D, on voit émerger des constructeurs qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de trouver sur ces marchés-là. En tout cas, le marché de la caméra, tel que Blackmagic, bien sûr, puisqu'on en parle beaucoup, mais aussi des gens comme Aja, qu'on n'attendait pas à cet endroit-là. Et une belle réaction, malgré tout, des fabricants traditionnels que l'on connaît dans le broadcast, que sont Sony, Panasonic et maintenant Canon. Bon, puisque j'ai posé la question à Henri-Dominique, je vais la poser à toi aussi, Stéphane. Cette année 2014, est-ce que c'est une bonne année pour ceux qui suivent l'actu du broadcast et des nouveaux médias? Pour ceux qui suivent et qui sont des passionnés, c'est une bonne année. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, d'innovations. Je confirme entièrement ce que vient de dire Henri-Dominique. Après, est-ce que c'était une bonne année pour l'économie? Ça, c'est autre chose. C'est quand même encore des années qui sont un petit peu difficiles. Ouais. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on se traîne un pessimisme, une morosité. On espère franchement que 2015 sera un redémarrage. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils sont là. Je sais pas, j'ai l'impression que les choses ont quand même un petit peu bougé en 2015. C'est vrai que si on revient sur les produits, il y a pléthore à la fois un peu de nouveaux acteurs, de nouvelles caméras. Il y a le pavé dans la marque qu'a lancé Blackmagic il y a quelques années, a fait des ronds dans l'eau. Donc ça a été une remise en question pour de nombreux acteurs qui ont un peu revu leur modèle économique, qui ont baissé les prix, qui ont retravaillé sur l'ergonomie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce mélange entre des caméras purement broadcast, des caméscopes un peu plus légers, des appareils photo qui font de la vidéo, qui sont de plus en plus petits, des hybrides, aussi un disrupteur, c'est GoPro, les caméras GoPro qu'on ne voit plus uniquement sur les pistes de freeride, qui sont aussi envahies
envahi certains plateaux de tournage. Je l'avais évoqué dans une émission précédente, mais j'ai vu sur effectivement un plateau d'une chaîne entre guillemets publique équipée de GoPro, ce qui est assez saisissant. Alors c'est devenu une marque générique, un peu comme Frigidaire. C'est quel plateau? On va pas balancer non plus. Voilà. D'accord. Mais il y a de la GoPro sur ce plateau. On peut dire qu'il y a plein d'endroits, plein de lieux de tournage sur lesquels il y a de la GoPro. Oui, bien sûr. C'est pas un secret, je veux dire, de fabrication. Non, c'est des caméras jetables, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées soit effectivement pour des besoins de caméras compactes, d'excellente qualité quand on est en extérieur. Elles ont des concurrentes qui aussi ont certaines volontés de qualité, parce que GoPro s'était un petit peu endormi malgré tout sur ses lauriers. Il y a des bonnes caméras chez Sony, chez Panasonic, et chez Garmin. Enfin, il y a vraiment des caméras à droite à gauche. Donc ce modèle compact. Et puis un autre phénomène, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est les drones, bien sûr. Il n'y a pas aujourd'hui une émission, un long métrage, du live qui utilise des drones. Et là aussi, avec une guerre des prix, avec des produits à 100 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Bon, vous avez vu, on met une pièce et on va pouvoir faire 1 heure d'émission sans aucun problème. Le problème, c'est qu'elle dure qu'une demi-heure, sachant que la deuxième demi-heure, la semaine prochaine, sera consacrée à 2015. On vous donne déjà rendez-vous. Je t'ai quand même posé la même question. Tu m'en veux pas, Stéphane? Non, c'est bon. Je t'ai quand même posé la même question à Fabrice. Voilà, ton sentiment global sur 2014, Fabrice. Nous, on attendait 2014 comme une confirmation de la 4K. On l'a eu, tout le monde a sorti son produit compatible 4K, les caméras et autres. Les workflows sont aujourd'hui quasiment homogènes, c'est-à-dire quasiment tout le monde peut produire 4K et diffuser 4K. Alors attention, diffuser. Sortir l'image 4K, après on verra ce qui va se passer plus tard. Et pour en venir 10 secondes, je vais faire 10 secondes sur la GoPro. Moi je l'ai vu très récemment sur un spectacle à l'Olympia, où il y a un mélange sur scène et avec un écran, une interaction avec un écran vidéo, où là, pour aller chercher le public dans la salle, c'est une caméra GoPro ou assimilée, je ne vais pas forcément dire que c'est la bonne, qui est en HF directement sur le flux du théâtre. Donc pourtant c'est pas une caméra avec laquelle on zoome, donc on va pas chercher grand monde. Non mais c'est juste, tu sais, on reste sur une paluche, un principe que tu as une ambiance et que c'est pas fait pour faire un beau plan léché comme tu vas faire avec les appareils photo dont on parlait tout à l'heure. Là on est sur de l'utilisation typique, c'est l'action cam, on est sur l'action idéal. Après, moi, l'année 2014, elle est aussi une année floue. C'est-à-dire que tu ne sais pas aujourd'hui, quand quelqu'un te dit comment vous voulez travailler, c'est très difficile de lui dire, vous allez travailler comme ça. Parce que tout évolue très vite. T'as pas le temps de te mettre à la page d'un produit que 3 mois après, on te dit, tiens, mise à jour, les gars, il faut changer, ou alors il faut adapter autrement. C'est pas simple. L'année était quand même très rapide dans les produits. Il y a eu beaucoup d'annonces au NAB, de confirmation à l'IBC. Le Satis nous a amené les produits à tester, où certains sont encore en retard. Donc ça va très vite, et c'est vrai que il va falloir que maintenant tout ça s'harmonise. Si c'est flou, c'est parce que c'est à cause des grands capteurs. Il n'y a pas de preneur de champ. C'est ça. Merci Stéphane pour cette précision, cet œil très technique. Voilà, on a apprécié. Bon, allez, on se retrouve dans un instant pour entrer dans le cœur de cette année 2014. On va apprendre les événements les uns après les autres et on va revenir sur les grandes nouveautés aussi. À tout de suite. T'es la pub ? Si. Voilà. Voilà, donc 2014. Alors, on cherche encore une rime pour 2015. On verra, ça viendra. Bon, d'accord. C'est l'année prochaine. En attendant, on va reprendre les événements qui ont marqué cette année. Le début de l'année, l'année en fait elle démarre véritablement avec le NAB, mais avant le NAB, Stéphane, il y a un salon qui devient très important. Oui. Auquel tu étais, alors, on n'y était pas nous, mais c'est l'ISE, c'est déjà à Amsterdam comme l'IBC. C'est Amsterdam, effectivement, c'est un salon qui, on en dira peut-être un mot aussi pour 2015, mais c'est un salon qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Ils ont fêté leurs 10 ans cette année, ça a commencé en 2004, dans juste un hall d'hôtel, et aujourd'hui ils ont tous les halls du rail, du centre de congrès d'Amsterdam. C'est un bon salon complémentaire d'IBC. Alors tout va pas intéresser nos métiers, que ce soit le broadcast, le cinéma, etc. C'est quoi le cœur de l'ISE? C'est tout ce que tu trouves pas à IBC, en gros. Et tous les marchés que tu trouves pas à IBC. C'est-à-dire c'est l'utilisation de la vidéo, des écrans
sur des utilisations non médias. Donc ça va être par exemple une salle de conférence où tu as juste un projecteur et des micros semi-automatiques. Ça va être des showrooms. C'est pour Fabrice, ça. Oui, en partie. Ça va être de l'événementiel aussi. Alors c'est assez étonnant parce qu'au fil des années, je rencontre de plus en plus de petits camarades petits camarades qui vont là-bas. Confrères, tu veux dire, oui. Oui, confrères ou patrons de chaîne, enfin patron technique. L'année dernière, il y avait le directeur technique de TF1. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et il cherchait des solutions pour son plateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour voir de l'affichage, pour décorer, pour habiller, pour voir de la lumière, c'est peut-être aussi intéressant. C'est des choses qui sont un petit peu convergentes avec leur utilisation, et ils sont là. Il y avait toute l'équipe de directeurs artistiques de Canal+ qui était là. Tout ce que je connais pas, que j'ai pas croisé, mais donc il y a du monde de la télé qui vient aussi sur ce salon. Je pense que ça vaut le coup d'y aller pour faire de la veille technologique et puis pour voir des installations monumentales, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des stands beaucoup plus gros que ceux d'IBC. Il y a quelques années, quand Panasonic avait sorti ses 150 pouces, il y avait un stand où ils avaient mis je sais plus combien d'unités de 150 pouces et c'était vraiment impressionnant, quoi. Généralement, c'est dans ces salons-là que tu vois les premiers grands écrans, puisque c'est l'affichage qui va être utilisé. Donc tu vas tout de suite voir en œuvre les écrans. Donc là, cette année, c'était les premiers 4K. Les premiers 4K, il y avait deux tendances, il y avait ça et les premiers projecteurs laser pour aussi le marché du corporate et de l'entreprise, qui c'est intéressant, le projet au laser. Alors c'est pas la même technologie que pour ceux qu'on va utiliser dans les salles de cinéma, mais c'est des projecteurs qui peuvent être de taille assez compacte et surtout qu'on peut mettre dans toutes les positions. Ils peuvent être dans tous les axes. Ils n'ont pas de problème de poussière, de maintenance. Ils ont des durées de vie qui sont quand même très importants. Donc c'est des choix intéressants à suivre. Question à Henri Dominique. L'ISE, pour vous, c'est un salon qui compte maintenant. C'est un salon à visiter. À visiter. Ouais. Alors on n'est pas encore exposant, mais peut-être ça viendra un jour. Effectivement, c'est un salon qui est d'abord dédié aux intégrateurs, puisque c'est comme ça qu'il s'intitule, mais qui est très orienté display quand même et son, donc qui va toucher une cible beaucoup plus large, et en particulier le public adresse et tout ce qui est diffusion. Alors on peut appeler ça du broadcast, mais enfin diffusion publique de manière générale. Et effectivement, on voit des choses épatantes, quoi. Et notamment, on voit énormément de fournisseurs d'Asie, de Chinois sur des LED, et avec des performances qui commencent à approcher ce qu'on sait faire en Occident, quoi. Fabrice, tu es déjà allé, toi, à l'ISE ? On est dans des métiers où, comme on le disait, tout s'est élargi, tout s'est rapproché finalement, parce que pour pouvoir faire je vais prendre l'exemple de la radio. Au départ, c'est que tu ne fais qu'écouter la radio, sauf que maintenant elle est filmée, donc tu la regardes également, et pour que ce soit joli, tu vas intégrer un écran. L'écran, faut qu'il brille pas. Il faut que l'éclairage, on a peu de hauteur de plafond, faut qu'il soit adapté. Donc ce sont des produits tu vas être tourné sur de l'intégration pure. Donc là, c'est le salon idéal pour ça. Et on a raison de dire qu'il y a l'émergence, je sais même plus, c'est pas le bon mot aujourd'hui. Les Chinois sont de retour, on va dire. C'est qu'on parle des Chinois souvent en termes négatifs. Faut pas oublier que la plupart du temps, c'est des produits de très très haute technologie et qui sont de très bonne qualité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui vont arriver. C'est-à-dire qu'il y en a certains qu'on ne connaît pas, nous, aujourd'hui en France, qui sont à l'ISE depuis 1, 2, 3, 4 ans, qui vont être au fur et à mesure intégrés, parce qu'il faut attendre de voir si le SAV tient, si le produit finalement va correspondre à ce qu'on espère, et après il y a la norme CE et autres. Mais c'est vrai qu'on a souvent des très belles surprises. Il y a quand même des choses où on se dit, tiens, ça je l'avais vu quelque part, ah bah oui, c'était à l'ISE. Il y a une boîte justement qui fait des écrans d'excellente qualité, c'est Layard, qui sont chinois et qui sont leur bureau est je sais plus en Estonie ou en Lituanie pour l'Europe. Ils ont des qualités, ils présentaient des murs d'images LED 4K, de loin tu penses que c'est une projection. C'est bluffant la qualité et la résolution de l'image. Et ce qui est intéressant pour conclure sur l'ISE, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs du broadcast, des fabricants, qui vont sur l'ISE pour aussi retrouver un peu de valeur ajoutée et un peu de marge par rapport à leurs produits, parce que pour eux c'est des nouveaux marchés. Ils ont un savoir-faire sur ces technos, et donc par exemple des Riddle ou d'autres, ils vont y aller pour vendre leurs produits. Alors l'ISE, si vous ne connaissiez pas l'ISE, c'est peut-être un salon auquel vous pouvez vous intéresser en 2015, et on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Évidemment, l'année, elle commence véritablement pour l'univers qui nous concerne, avec le NAB qui a lieu
au mois d'avril. Alors, vous y étiez, Henri-Dominique, au NAB? Ouais, tous les ans. Alors là, pour le coup, c'est obligatoire pour vous. C'est obligatoire, c'est l'endroit où on va dénicher les petits produits un petit peu originaux, où tous les grands fabricants viennent présenter leurs nouveautés. Donc effectivement, c'est un endroit où il faut y être. Et puis les clients, ils sont également. Par exemple, qu'est-ce que vous avez rapporté cette année du NAB? On rappelle, c'est à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on a rapporté du NAB? En tout cas, comme souvenir et comme impression. Qu'est-ce que comme impression, je vais faire un petit peu une redite de ce que je viens de dire. On était le maître mot, c'était encore le 4K, c'est comme l'année précédente, et avec une volonté, une volonté encore plus affichée de la part de tous les acteurs, et y compris des fabricants d'optiques, puisqu'il y avait cette partie-là qui n'était pas encore tout à fait au niveau, même si on peut tourner du 4K avec des optiques HD telles qu'elles existaient auparavant, mais là aussi on observe un renouvellement des gammes. Donc il y avait ça, je vous reparle pas des caméras, mais effectivement il y avait énormément d'offres, et dont certaines surprises sur les caméras. C'est-à-dire, pour vous, ça a été quoi les surprises cette année? L'annonce de Aja par exemple. La Sion, c'est ça? La Sion, oui. Alors qui est un petit peu la réplique à l'Ursa, je sais qu'ils n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais parce qu'ils préparent ça depuis un bout de temps, mais c'est vrai que autant on s'attendait à ce que Blackmagic sorte quelque chose qui soit plus tourné cinéma que ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, autant de la part de Aja, on s'y attendait pas. Mais ça a été une surprise. Maintenant, la caméra a mis quelques temps à arriver. C'est arrivé seulement récemment. Là. Ouais, ça c'est le NAB. C'est-à-dire qu'on voit quand même beaucoup de produits avec des dispos qui sont rarement immédiates, on va dire, même jamais immédiates. C'est de pire en pire, parce que, comme disait Fabrice tout à l'heure, on a une telle accélération des sorties de produits. Si on n'est pas en amont de l'annonce au moins, pour bloquer le concurrent qui lui l'a sorti 3 mois avant, on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, et nous en tant que revendeurs, distributeurs, on se doit d'être quand même à la fois de conseils vis-à-vis de nos clients et prudent sur ce qu'on peut annoncer en termes de disponibilité de ces produits-là. Alors il y a d'autres événements évidemment qui ont marqué l'année, pas forcément aussi évident que le NAB, et on en parlait juste avant l'émission avec toi Stéphane. L'un de ces événements, c'est TV Connect à Londres, qui devient un événement important à suivre pour toi. Je trouve. C'est assez étonnant parce que avec MediaQuest, on a fait un partenariat cette année, et de tous les partenariats qu'on a sur des salons, c'est celui qui nous a rapporté le plus de visiteurs. Ce qui est assez incroyable. On a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis. Bon, on a un partenariat assez fort avec cet événement. Pareil, ils avaient un autre nom. Je crois que c'était IP World, ou je sais plus. Enfin, ils ont changé de nom. Ils ont un nom qui est un peu plus accessible, qui est TV Connect. Ça a lieu en février, ça aura lieu en avril l'année prochaine. C'est sur une petite niche, c'est pas beaucoup d'exposants. Il y a énormément de conférences. C'est un peu l'image d'un SATI, c'est-à-dire des conférences de très haute qualité autour des exposants, 150 à peu près, une centaine, mais uniquement axé sur le monde de l'IP, de la télé connectée, de l'OTT, avec des fabricants, des éditeurs de logiciels, même des fabricants par exemple de télécommandes. Et je me souviens, il y avait de télécommandes. Et il y avait un fabricant qui justement, tu parlais tout à l'heure de boule de cristal pour l'année 2015. Et en fait, sa télécommande, c'est une boule de cristal. C'était assez. Alors c'est un prototype, mais il y avait une boule en verre, et selon la manière dont tu touchais la boule, tu pouvais zapper sur les chaînes et avoir l'interface sur ton écran qui était en interaction avec cette boule. Donc c'est un beau petit salon à suivre. Et pourquoi ils changent de date, donc février, avril? Ils se retrouvent après le NAB, du coup. Parce qu'en fait leur problématique c'était le NAB, c'est l'événement incontournable, donc pratiquement tout est bloqué 3 mois avant. Il n'y a pas un constructeur qui va sortir un produit avant le NAB, et eux ils se retrouvaient un petit peu dans cette problématique avec des produits qui étaient pas en fin de vie, mais voilà, il n'y avait pas d'annonce significative, alors que là ils pensent que les annonces seront faites au NAB, même si c'est pas le salon forcément dédié pour tous ces marchés, et donc ils seront du coup le premier événement en Europe à avoir en gros les nouveautés qui ont pu être présentées sur le NAB. En tout cas les protos, les protos en carton. Exactement. Et il y a beaucoup de boîtes françaises qui exposent en fait sur TV Connect. Moi j'avais fait le compte sur je sais plus, 120 exposants à peu près, il y avait au moins entre 15 et 20 boîtes françaises, mais qui sont des boîtes qui font des interfaces graphiques, qui proposent du streaming, qui proposent de l'interactivité.
ou des gens qui font de l'encodage, des Nvivio par exemple, Atem, voilà, qui sont des boîtes qu'on ne connaît pas forcément du grand public, mais qui sont dans nos décodeurs, dans nos caméras, et qui sont des boîtes. Voilà, je pense qu'il y a un renouveau aussi des sociétés françaises, un peu dans le hardware, mais beaucoup dans tout ce qui est édition de middleware, donc l'intelligence qu'il y a dans les set-top box. Il y a beaucoup de boîtes françaises. Ou Free qui est un acteur français, et qui est quand même quelque part une vraie innovation par rapport à l'ensemble des fabricants de set-top box dans le monde. Voilà, donc pour TV Connect à Londres qu'on vous suggère de suivre, il y a le Sportel aussi qui a lieu à Monaco. Qui est intéressant aussi. Hein. Oui, le Sportel, alors, cette année, j'ai trouvé qu'il était un peu en deçà de ce qu'il avait pu faire les années précédentes. Le Sportel, à l'origine, reste toujours un lieu pour les détenteurs de droits. C'est-à-dire que c'est là où on vend du contenu, la fédération de foot, ou de tennis, ou de boxe. En ce moment, c'est la tendance à tout ce qui est fight, où on s'en fout plein la gueule à coups de pieds, de bras, de jambes, de coudes. C'est le gros truc qui marche beaucoup dans les pays de l'Est. Je sais pas, ils ont un peu de tension là en ce moment à faire sortir. Donc il y a toujours ce marché qui est le plus important, mais il y a quelques industriels techniques ou des prestataires qui sont présents, les gens par exemple de la vidéo mobile comme AMP, qui font tous les matchs de foot, de rugby, etc., qui est un acteur assez important. Quelques fabricants qui sont aussi présents. Ils ont un étage, mais cette année il y avait un petit peu moins que d'habitude. Alors, c'est pas des produits qui sont nouveaux. D'ailleurs, c'est assez étonnant, ils vont pas vraiment là-bas pour faire des démos, quoi. C'est plutôt du lobbying, c'est plutôt, aller voir les chaînes. Parce qu'il y a vraiment des chaînes du monde entier. C'est carrément du lobbying, à Monaco. C'est du lobbying, c'est-à-dire qu'il y a des stands, pourtant c'est des fabricants, ils ont pas un truc technique. EVS, qui est un fabricant belge qui fait des serveurs, des ralentis depuis de nombreuses années, ils ont une table. Et puis ils distribuent du chocolat belge, et c'est tout ce qu'ils font. Il n'y a pas du tout un boîtier sur le stand, quoi. Donc c'est vraiment, il faut être là, on chouchoute les responsables des chaînes, des services sportifs. Il y a Beansport qui est là, voilà, faut vraiment y aller pour causer. Ça se passe où, ça ? Monaco. Voilà. Bon, allez, on va se concentrer peut-être sur les produits. Il nous reste pas beaucoup, 5 minutes, donc il va falloir qu'on aille assez vite, mais peut-être que je peux me tourner vers vous, Henri-Dominique, pour savoir ce qui a marqué votre année finalement, vous qui êtes au contact des chaînes, des producteurs, de tous ceux qui fabriquent du contenu. Quels ont été le ou les produits pour vous qui ont marqué l'année, dans ceux qui sont sortis en tout cas en 2014? En tendance, on est toujours sur l'idée de produire de mieux en mieux et de moins en moins cher. On va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on est franchement là-dedans, quoi. Maintenant, si je dois citer quelques produits qui ont émergé de façon un petit peu surprenante, je vais parler de la transmission, parce que la transmission, ça a été depuis un an un gros tournant sur le tournage. Qu'est-ce que vous appelez la transmission ? Transmission HF sur le tournage, de retour vidéo, en HD, voire en 4K. Pour l'image. Alors, on va parler une marque comme Teradek, parce qu'on les représente et ils sont effectivement très successful sur ce marché-là. C'est pas forcément les moins chers. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus d'avance, je pense, en termes de retour vidéo et de gamme de produits. Ils sont pas mal limités. Quand on parle des Bolt notamment. C'est ça. Donc ça, tout nous, c'est un gros Cube, Bolt, c'est pour nous un très gros succès, même si on est quand même sur une niche de marché en termes de produits. Mais ça émerge et il y a une grosse demande là-dessus. Alors à des niveaux de qualité qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on parle de retour vidéo sur la GoPro, on parle de la même chose aussi, mais avec effectivement des niveaux de qualité différents. Mais même pour revenir au drone et à la GoPro, on a un fabricant comme DJI aujourd'hui propose des solutions intégrées de capteurs, de caméras, de drones et de retour vidéo. Et dans des... Il y a le Phantom, c'est leur drone, le Phantom. Le Phantom, c'est leur drone, mais leur dernier produit, je vous dis, avec la caméra intégrée, qui fait concurrence clairement à une GoPro, qui est d'une qualité tout à fait correcte. Nous, on n'a pas pu la tester encore, mais ce qu'on en a vu, c'est quand même pas mal.
On dit un mot de Blackmagic quand même, qui a encore réussi à sortir une sacrée palanquée de produits en 2014. Là aussi, entièrement tourné vers le 4K. Ouais, alors j'ai été étonné qu'ils ne viennent pas sur la transmission. Moi, j'avais fait un pari là-dessus avant le NAB en me disant que ça devait être leur prochain terrain de jeu. On a fait plusieurs paris avec Fabrice sur Blackmagic. Oui, là-dessus, pour l'instant, on a du mal à savoir trop où ils vont s'orienter pour 2015, mais effectivement, l'année 2014, ils ont homogénéisé la gamme complète. Ouais. Ils ont dit, parce qu'ils avaient dit qu'ils arrivaient pour fracasser le terrain. Ils avaient dit clairement, nous, on veut être maintenant une référence de la production. Ils le font. Il manque effectivement plus grand-chose. Il manque 2-3 éléments pour qu'ils puissent dire, vous pouvez tout prendre chez nous. Et on a cru comprendre à l'IBC que les tourelles faisaient partie de leur projet. Ils ont plusieurs projets, parce que les équipes, ils ont élargi. On a vu le camion Expo au Satis, qui était juste un petit bijou, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont dit on veut le même, pour pouvoir faire du tournage du gros, du lourd, avec les Ursa, ou du plus léger pour faire de la télé embarquée. Ils ont de quoi faire maintenant. Il manque plus grand chose, effectivement, on reste dans le problème de la transmission. Et tu sais quoi, Fabrice, on va continuer de parler de 2015 en fait, de tout ce qui risque d'arriver, mais ce sera la semaine prochaine. Alors entre temps il va falloir passer un premier réveillon. Alors on vous souhaite évidemment de très belles fêtes, un très joyeux Noël. Merci beaucoup de votre fidélité toute l'année à Watch TV. Je voudrais remercier Henri-Dominique Saumon de TRM d'être venu, et on vous retrouve la semaine prochaine pour dérouler ensemble le calendrier de 2015. Merci aussi à Stéphane Faudeux, le patron de MediaQuest. À la semaine prochaine, Stéphane. Et merci Fabrice. La semaine prochaine. Voilà, on va faire comme si on ne bougeait pas, et on vous dit à mercredi prochain, 20h sur Watch TV. Salut à tous.